Salut à tous! Vous avez beaucoup aimé la première vidéo sur Fast and Furious, mais sachez que j'ai adoré vous préparer cette suite. Donc allez, c'est parti pour Too Fast, Too Furious. Ah, Too Fast, Too Furious. Je suis vraiment content de faire cette vidéo parce que c'est celui qui m'a vraiment marqué quand j'étais gamin. C'est vraiment celui que je préfère dans la série. Il faut dire que quand le premier Fast and Furious est sorti, j'étais encore vraiment tout gamin et je pense que j'avais pas encore les capacités d'apprécier le film. Et quand Tokyo Drift est sorti, j'avoue que j'étais un petit peu déçu de quitter les États-Unis pour le Japon, malgré que ce soit un très bon film, hein, mais voilà, j'avais ce côté un petit peu déçu. Et puis après Tokyo Drift, à partir du 4, je trouve que la série a un peu perdu son âme. On est parti un peu trop loin. Bon, c'est des films que j'apprécie quand même parce qu'il y a des belles images, il y a des belles voitures, mais je trouve qu'on a vraiment perdu l'âme du street racing comme on avait dans le 1, le 2 et le 3. Bon, après je les comprends du fait que ce soit éloigné de l'essence street racing de la série, tout simplement parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent. En fait, j'ai un petit peu regardé le résultat au box-office des différents films. On se rend compte que celui qui a le moins marché, c'est Tokyo Drift, avec 150 millions de recettes, et celui qui a le mieux marché, c'est Fast 7, avec 1,5 milliard. On est quand même sur un rapport de 10 entre un film qui était basé sur le street race et le drift, etc., et un film qui s'en détache complètement. Donc quelque part, voilà, je les comprends, ça attire un public qui est beaucoup plus large, et ça fait plus de recettes. Bon, du coup, comme je le disais, on se concentre sur Too Fast, Too Furious, celui que j'ai préféré sur toute la série. On a déjà abordé le sujet dans la première vidéo, mais comme je le disais, beaucoup des voitures de Fast and Furious 1 ont été réutilisées dans Too Fast, Too Furious, notamment sur la toute première course du film, où on a la S2000, la RX-7 et la Supra, qui sont simplement reprises des voitures du premier film. On a également énormément de voitures qui ont été reprises pour la scène finale où toutes les voitures sortent du hangar. D'ailleurs, on m'a demandé dans les commentaires ce qui était devenu la Nissan de Letty. Et écoutez, elle est là, elle a été repeinte et légèrement modifiée pour justement cette scène du hangar. On voit également une des Honda Civic qui a été utilisée lors du braquage. En fait, toutes les Honda Civic qui n'avaient pas été détruites, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont été sacrément abîmées, celles-ci sont parties à la casse directement. Celles qui étaient encore en état ont toutes été repeintes dans des couleurs brillantes, dans des couleurs flashy, pour servir pour la scène des hangars. La Supra couleur or que l'on voit dans la première course a été repris également de la Supra orange qui était dans Fast and Furious 1. On s'en rend bien compte en observant un petit peu les détails, notamment le capot. Parce qu'en fait le capot c'est le même, simplement il y a une découpe dedans pour venir placer une partie vitrée. D'ailleurs cette partie vitrée ça a vraiment rendu les choses difficiles pour la production puisque le but c'est de pouvoir voir le moteur qui est dessous. Alors autant l'aérocar elle a été modifiée à fond avec turbo, barre anti-rapprochement, etc. Le moteur était magnifique. Autant toutes les voitures de stunt, toutes les voitures de cascade étaient complètement d'origine. C'était des moteurs Atmo, c'était des boîtes automatiques, donc il a fallu ruser pour pouvoir garder cette partie vitrée. Et en fait, ce que la production a fait, c'est ils ont pris une photo en gros du moteur de la Aerocar et ils ont imprimé cette photo en échelle 1. Et ils sont venus placer cette photo sur le compartiment moteur des voitures de stunt, c'est-à-dire au-dessus du moteur Atmo, ils ont placé la photo du moteur turbo. C'est-à-dire que quand on referme le capot, en fait on se rend pas compte de la supercherie, on a vraiment l'impression de loin, hein. Évidemment si on se rapproche trop, on se rend compte que c'est une feuille simplement imprimée, mais si on est suffisamment loin, on se rend pas compte de la supercherie, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un moteur turbo sous ce capot. Il a fallu aussi ruser pour faire croire que les voitures étaient manuelles et non pas automatiques, et là c'est assez facile, hein. Ils ont simplement collé entre guillemets un levier de vitesse manuel au-dessus de la boîte automatique. Bon alors ces Supra elles sont devenues quoi ? Alors déjà il y a la Stunt Car numéro 1 qui a été revendue par Moto Exotica assez récemment. Donc elle existe encore, elle est maintenant dans une collection privée. Il y a celle qui a servi pour venir taper le panneau à la fin de la première course. Vous savez, celle qui, dans la première vidéo, je me demandais si c'était pas celle qui avait été en gros restaurée et remise en orange comme la première voiture, celle du premier film. En fait, c'est pas le cas. J'ai retrouvé l'histoire de cette voiture, elle a été restaurée mais de couleur or. Et d'ailleurs, cette voiture, c'est une grosse merguez, comme on appelle ça. En fait, la production l'a achetée en 2000, elle avait déjà 90 000 miles au compteur.
donc environ 150 000 km. Elle était blanche, atmosphérique, en automatique. La voiture a été entièrement modifiée par la production pour ressembler à la Hero-Car du premier épisode. Donc elle a servi comme voiture de cascade dans Fast and Furious 1. Ensuite, entre les deux films, elle a servi à la promotion de Fast and Furious 1. Donc elle a fait le tour des États-Unis pour être posée devant les cinémas. Ensuite, elle a été entièrement remodifiée, elle a été repeinte couleur or pour le deuxième film, et elle a servi pour le fameux crash où elle tape le panneau Pepsi. Et à ce moment-là, elle a été revendue à un particulier qui l'a entièrement restaurée. Mais il l'a surtout restaurée au niveau esthétique. Il y a encore pas mal de mécaniques d'origine. Donc, de son propre aveu, la voiture est un peu une merguez. Elle est belle esthétiquement, mais mécaniquement, c'est un cauchemar. La Supra qui a été utilisée pour le MIG Rig, vous savez, ce fameux camion qui permet de faire tous les shots où la voiture est roulante. J'en ai parlé dans la première vidéo, c'est cette camionnette qui est coupée en deux. Alors là, la carcasse de Supra qui a servi pour ça, elle est actuellement dans le Tennessee. Elle a abandonné derrière une station-service. On a une photo ici. Elle est dans un état de conservation déplorable. Il n'y a plus grand-chose à récupérer dessus. La peinture est passée, c'est affreux. Voilà, elle est là. Et pour finir, la dernière Supra, elle est restée chez Universal. Voilà, elle est ici, elle est en exposition. En gros, quand on fait le tour avec le train de Universal Studios, on peut la voir. Elle est en extérieur, elle n'est pas protégée, donc elle vieillit assez vite. On passe à la S2000 rose de Suki. Alors comme j'en ai parlé dans le premier épisode, c'est clairement les S2000 noirs de Johnny Tran qui ont été simplement repeints en rose, et on est venu mettre une moquette rose également à l'intérieur. En gros, on a transformé la S2000 en un stéréotype d'une voiture conduite par une femme. Peut-être qu'à notre époque ça choquerait, mais dans les années 2000 ça passait, il n'y avait pas de problème. Forcément, il y en a une qui a été complètement détruite lors du saut au-dessus du pont. Alors forcément, il n'y a aucune voiture qui a réellement fait le saut au-dessus du pont, mais la S2000, c'est celle qui a sauté le plus loin, puisque dans le film, on voit pratiquement la totalité du saut. Donc le saut était quand même relativement violent, suffisamment violent pour que la voiture soit pratiquement pliée en deux. Il n'y avait d'ailleurs pas de conducteur dans cette voiture, c'était une voiture qui a été téléguidée. En fait, si vous voulez, la voiture était téléguidée par devant, et derrière, il y avait un SUV. Dans ce SUV, côté passager, il y avait un volant de PlayStation 2 en fait, qui était relié à un système de télécommande qui permettait de diriger la S2000. D'ailleurs, il ne pouvait pas passer les vitesses, donc la voiture était bloquée en seconde en fait, parce que oui, cette S2000 c'était une voiture manuelle, donc la voiture était bloquée en seconde, et en gros, il fallait faire patiner la voiture en seconde pour la faire démarrer, et ensuite, en fin de seconde, en gros, la voiture prend le saut et vient s'écraser comme dans le film, quoi. D'ailleurs, petite anecdote, le SUV qui a servi pour la radiocommande, il est arrivé trop vite sur la rampe en fait, et en fait il n'a pas réussi à freiner avant, donc il est tombé, il a basculé de la rampe. Et le problème, c'est que c'était un SUV de location, en fait, un SUV qu'on peut louer dans n'importe quel centre auto. Et en fait, ce que la production a fait, c'est qu'en 4-5 jours, ils ont tout réparé. Et ils l'ont rendu à la société de location sans leur dire ce qui s'était passé. Donc voilà, la société de location a sûrement eu quelques soucis par la suite avec ce SUV, mais voilà, ils en ont jamais parlé à la société. Bon alors, des S2000 roses, il en reste également une au musée Peterson. Ils ont pas mal de bagnoles sympas là-bas. Il y en a deux qui sont encore à Universal, et il y en a une qui est dans une collection privée en Europe. Dans cette collection privée d'ailleurs, il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a notamment pas mal de voitures qui avaient été vendues par George Barris à l'époque. Vous saviez, dans la première vidéo, je vous ai montré pas mal de voitures qui avaient été vendues en mai 2005. Et c'est pratiquement la même personne qui les a toutes rachetées, notamment la Charger et la Eclipse. J'ai pu entrer en contact avec Dom Dub, qui est assez connu sur Instagram. Je vous mets d'ailleurs son Instagram ici, qui m'a filé une vidéo de l'intérieur de cette Eclipse, et qui m'a un petit peu raconté l'histoire de pourquoi il y avait autant de manomètres dans cette voiture. En fait, juste après le premier film, il y a eu un contrat avec une société qui fabrique des jauges, des manomètres, etc. pour les voitures préparées. Et en fait, dans ce contrat, il était question de mettre autant de jauges que possible dans les voitures qui allaient être exposées devant les cinémas. Et c'est à George Barris qu'il a été demandé d'installer ces jauges. Donc... alors ok, c'est mal fait, mais s'il y a autant de jauges, c'est pas forcément de la faute de Barris, c'est surtout le fait qu'il a été demandé par cette société d'en mettre un maximum. Et du coup, c'est comme ça que la Charger et la RX-7 du premier film ont été modifiées avec toutes ces jauges dégueulasses. La voiture emblématique du film,
La R34 GTR est prêtée par Greg Lieberman, comme la Supra du premier film en fait. Hein. C'était le responsable technique et c'est celui qui avait préparé la voiture et qui l'a prêtée à la production. À la base, elle est importée par Motorex, donc complètement légal aux USA, c'est assez rare pour le mentionner. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi Motorex a été la seule société à importer des Skyline aux États-Unis. Bon, avant le film, elle a été noire, puis ensuite repeinte en bleu. Elle a été prêtée à la production, qui l'a repeinte en grise avec les stickers bleus. Quand Greg Lieberman l'a récupérée, il a enlevé la peinture grise et l'a repeint dans un autre bleu, c'était un bleu Lamborghini, et il est venu installer des stickers rouges. Et juste après ça, il a reçu une offre assez conséquente, ce qui fait qu'il l'a laissé partir, il l'a revendu à une personne qui a enlevé tout le système audio. En même temps, on peut comprendre cette personne, hein, puisque c'est du système audio qui devait dater du début 2000, donc c'était assez daté. D'ailleurs, il y a une photo de l'intérieur telle qu'elle était lorsque Greg Lieberman en était propriétaire. Actuellement, cette voiture est redevenue noire. Je sais que le moteur a été refait, parce qu'à un moment le moteur a cassé, ça arrive, et il a été entièrement refait. Donc cette voiture va très bien, simplement maintenant elle est noire. Évidemment, des répliques de cette voiture ont été réalisées. En fait, il y a 4 répliques qui ont été réalisées, et contrairement à pas mal de rumeurs sur internet, c'était bien toutes des R34 GTR. Pas mal de rumeurs disent que c'était des GTT, mais non, c'était bien des GTR, donc la vraie, quoi. On a une preuve de ça, puisque sur l'Instagram de Greg Lieberman, dont je vous mets le lien en bas, on retrouve une facture où, en gros, c'est les 4 stunt cars qui ont été achetés chez Motorex, donc pour $48 000 chacune. Les producteurs ont été particulièrement embêtés pour faire les répliques, puisque sur le siège passager de la HeroCar, il y avait ce système NOS, hein, comme on se rappelle dans le film, et en fait ce système est entièrement fait sur mesure. Donc pour le reproduire dans chaque voiture de stunt, ça a été affreusement compliqué, mais bon, ils y sont arrivés. Hein. Parmi toutes ces voitures de cascade, il y en a une qui est universelle, la peinture est en train de cramer sous le soleil californien, on voit les bandes bleues qui sont complètement passées, on voit ces phares qui sont jaunis par le soleil. Ah, c'est un petit peu dommage de voir une voiture comme ça abandonnée au soleil. Bon, forcément, les gens peuvent la voir et tout, c'est cool, mais elle est vraiment pas entretenue, quoi, vraiment pas. La voiture utilisée pour la cascade de saut a été fortement endommagée. Alors, dans celle-ci, il y avait bien un pilote, elle était pas télécommandée. Par contre, le mec était retenu par des sangles, en fait, pour pas s'affaisser trop sur son siège et abîmer sa colonne vertébrale. Par contre, la voiture a énormément subi, c'est-à-dire que les jantes ont explosé, le pare-choc avant a explosé, il y avait une grosse tache d'huile en dessous, comme on peut le voir sur la photo, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Les suspensions étaient mortes, il y avait même le spoiler à l'arrière qui s'était cassé en deux sous la violence du choc. Cette voiture, c'était une des voitures qui avait été importée par Motorex d'Angleterre en fait. Elle était jaune à la base et c'en est une qui était homologuée route par Motorex en fait. Et celle-ci a été vendue récemment, voici les photos, elle a été entièrement restaurée, entièrement rénovée. Donc elle a été vendue il n'y a pas longtemps. Une troisième de ces GTR a été rachetée par un riche collectionneur européen. On voit d'ailleurs là une photo de la voiture en train d'être montée au 2e étage de sa collection privée dans un bâtiment tenu secret. On ne sait pas trop, c'est en Europe du Nord, on ne sait pas trop où c'est, mais à mon avis on n'est pas près de la revoir celle-ci. Sinon pour la petite anecdote, dans le film, quand Brian se fait arrêter avec la Skyline, il vient taper un parc-mètre. Et en fait, c'était pas dans le script, il était pas du tout censé taper ce parc-mètre, mais c'est Paul Walker lui-même qui faisait la cascade pour cette scène. Et en fait, il a perdu le contrôle de la voiture, il a fait une erreur de conduite, et en fait, il est venu taper le parc-mètre. Et les producteurs ont décidé de garder cette scène. Normalement, dans le script, il devait aller un tout petit peu plus loin et se faire arrêter par la police de façon normale. Et les producteurs se sont dit, non, finalement le fait de s'arrêter dans un parc-mètre, c'est pas si mal. Puis de toute façon, la voiture était abîmée, donc autant filmer la voiture telle qu'elle est abîmée. Autant se servir de ce crash, quoi. Bon, maintenant on va passer à la Lancer Evolution, une des stars du film. Il faut savoir qu'à cette époque, la Lancer Evolution n'était pas encore sortie aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elle allait apparaître dans le film alors qu'elle n'était pas encore disponible à l'achat. Donc c'était vraiment un gros coup marketing pour Mitsubishi. D'ailleurs, en parlant de coup marketing, ça devait pas être une Mitsubishi Lancer à la base. En fait, Dodge avait donné un gros chèque pour que certaines de leurs voitures soient utilisées. Et du coup, il avait été pensé à une Dodge Neon SRT4.
Cela dit, Greg Lieberman, la production, etc., ils se sont dit que ça n'allait pas faire rêver les gens de voir une Néon en cinéma, et qu'il fallait absolument que ce soit la Lancer Evolution qui soit la héroïne du film. Mais afin de ne pas perdre le contrat avec Dodge, ils ont décidé de quand même utiliser certaines de leurs voitures, notamment les Dodge Ram que l'on voit à la fin du film, dans la scène avec les hangars, et la Viper jaune que l'on voit lors de la course au milieu du film. Bon, concernant ces Evo 7, il y en a une qui a été vendue sur eBay en 2013 pour $40 000. La voiture avait 800 miles au compteur. En fait, elle a été reçue neuve par la production, elle a servi pour le film et en fait, elle a jamais beaucoup plus roulé que ça. Et ici, on voit une photo de celle qui est utilisée pour le MiG Rig. Et en fait, si on observe bien, c'est pas du tout une Lancer Evolution. C'est une Lancer classique qui a été utilisée. Ça coûtait beaucoup moins cher et c'était beaucoup plus facile à obtenir. Maintenant, on va passer à la Mitsubishi Eclipse, celle de Roman, et à la base, elle devait ressembler à ça. C'est pas terrible, c'est-à-dire qu'elle devait avoir cet affreux intérieur jaune, et le sticker sur le côté devait s'inspirer d'abord d'une toile d'araignée. Et les jantes que vous voyez, c'est vraiment les jantes qu'ils voulaient utiliser dans le film. C'était des pauvres 17 pouces qui allaient pas du tout avec le reste de la voiture. Quand Tyrese, l'acteur qui joue Roman, a vu cette voiture, il a dit non mais c'est pas possible, c'est pas possible, je peux pas tourner avec ça. Et du coup il a demandé que des modifications soient faites. Il a demandé que l'intérieur soit passé en gris, et il a demandé à ce que les jantes soient plus grosses. Il y a eu 4 répliques de cette voiture, comme d'habitude, aucune modification moteur, que de l'esthétique. Par contre, il y en a eu pour très cher pour effectuer ces répliques, il y en a pour $50 000 de préparation sur chacune de ces répliques. Dans le détail, ça fait $20 000 pour l'intérieur en daim, $5 000 d'équipement audio, $10 000 pour les jantes et $15 000 de peinture. Si cette voiture vous intéresse, sachez qu'il y en a une à vendre actuellement aux États-Unis pour $60 000. Donc, n'hésitez pas. Il y en a une autre qui est partie dans la collection privée en Europe du Nord avec la GTR, la même photo où on la voit monter au 2e étage de la collection. Et la dernière qui est avec ses copines chez Universal, en train également de cramer sous le soleil californien. Vous vous souvenez sûrement de la Challenger et de la Camaro Yenko que Brian et Roman gagnent à une course pour éviter d'avoir des voitures avec une balise GPS dedans. Et sachez que à la base ça ne devait pas être une Camaro et une Challenger. En réalité ça devait être une MRS bleue et une Opel Speedster rouge. Et en fait, la production a été jusqu'à construire ces voitures. Il y a une photo de ce camion, par exemple, où les voitures au-dessus, c'est les MRS bleus qui devaient être utilisées à ce moment-là. Et on a une photo d'un hangar pendant la production, ici, où on voit clairement les Opel Speedster rouges qui sont prêtes, qui sont là. Elles ne sont pas encore modifiées, mais elles sont là. On peut aussi apercevoir une Mitsubishi Eclipse qui est encore blanche et qui n'a pas encore reçu les modifications. Donc on est vraiment au tout début de la production. Et d'ailleurs, en parlant des Camaro, vous savez qu'ils en ont détruit 2, rien que pour la scène du saut sur le bateau. En fait, pas d'inquiétude, ils n'ont pas détruit des Yenko, hein. Ils ont détruit des répliques, c'était des voitures qui étaient destinées à la casse, qui étaient détruites. Ils l'ont juste refait esthétiquement, il n'y avait pas de moteur, il n'y avait pas de transmission dedans. Mais sur les 2 qu'ils ont détruites, il y en a une qui en gros prend le saut et tombe dans l'eau, qui a été simplement jeté dans l'eau pour la première partie du saut. Et pour la deuxième partie du saut, en fait, ils ont utilisé une grue, ils ont accroché la voiture à une grue et ils l'ont simplement fait venir s'écraser sur une réplique du pont supérieur du yacht, en fait. Alors j'ai trouvé aucune nouvelle de ces 2 voitures, je pense que de toute façon elles étaient épaves avant, elles étaient épaves après, vu l'état de la voiture, c'est même pas la peine, donc je pense qu'elles ont simplement été détruites, ils n'ont pas cherché à comprendre. Par contre, la Hero-Car de la Camaro et de la Challenger ont été revendues. Bon, vous avez été beaucoup dans les commentaires à me demander de m'intéresser également aux voitures qui ont des seconds rôles, des voitures un peu plus petites, un peu plus rares. Alors sachez qu'il est affreusement compliqué de trouver des informations sur ces voitures, mais toutes les informations que j'ai trouvées, j'ai décidé de vous les compiler ici en fin de vidéo. Alors on commence par la Mustang Saline, celle qui passe sous le camion. Alors celle-ci a été revendue en 2009 sur eBay, elle a été vendue pour une bouchée de pain parce que de toute façon il n'y avait pas de moteur, il n'y avait pas de transmission et c'est une voiture qui apparemment est pas homologable. À la base c'est une voiture qui avait été utilisée par Saline en fait pour la recherche et développement, ils ont développé leur voiture là-dessus. Elle était peinte en jaune à la base. Cette BMW 323i qui est utilisée dans la même course poursuite, celle-ci il y en a eu 3 qui ont été réalisées. Une qui a été détruite pendant le tournage,
2 qui ont été revendues, et il y en a une qui est apparue sur eBay il y a pas longtemps, en septembre 2017, et elle ne s'est pas vendue puisque elle n'a pas atteint son prix de réserve. Les enchères sont montées jusqu'à 15 000 $, mais ça n'a pas atteint le prix de réserve. Cette Corvette, qui a servi également dans le film, a été revendue en 2007 pour 25 000 $. Alors j'ai pas du tout retrouvé la trace des Viper ou des Dodge Ram qui ont été utilisés pour le film. J'imagine que ça devait être des véhicules de pré-série qui ont été donnés par Dodge et qui de toute façon n'étaient pas homologables, donc à mon avis ils n'ont juste pas été revendus. Peut-être même récupérés par Dodge directement, je sais pas. Et pour finir sur cette vidéo, je n'ai pas parlé de la RX-7 rouge que l'on voit en début de film, dans la toute première course. En fait, c'est tout simplement parce que cette voiture, j'ai pratiquement pas d'infos dessus. On sait que elle a été refaite par rapport à la RX-7 de Dom que l'on voit dans le premier film. Par contre, je ne sais pas du tout ce qu'elles sont devenues. Je sais qu'il y en a une qui est restée chez Universal avec les autres voitures du film. Par contre, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont été revendues en collection privée. Donc si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à mettre les informations dans les commentaires en dessous. J'espère que cette vidéo vous aura plu au moins autant que la première. Quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye!